africains. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. C'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs. On peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. On va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique. Ça, on peut pas dire. Et donc, on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça, c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas de terroristes quelque part, on en amène quelques-uns et le prétexte est tout trouvé. Et pour illustrer ce que je viens de dire, eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomé Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données ou qui ont été données par le pouvoir politique. Voilà, ça c'est un exemple particulier. Je pense qu'on peut les multiplier à l'envi. Il faut simplement qu'on ait envie encore de la Côte faire d'Ivoire. quelque chose comme ça. Aujourd'hui, nous partons d'un point de vue général, mais ce point de vue général est lié à la Côte d'Ivoire, puisque le point de vue général est la grande image, comme on dit en anglais, de big picture, tandis que la Côte d'Ivoire est le reflet de cette grande image qui est en fait la petite, le small picture. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'Afrique, mais surtout de la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand on parle de l'Afrique, on parle de tous les pays africains. Et ils ont tous le même problème. Ils ont tous les mêmes problèmes. Ils ont tous les mêmes histoires. Ils ont tous les mêmes conditions. Donc, quand on parle du Burkina Faso, ça veut dire qu'on parle aussi de la Côte d'Ivoire, on parle du Mali, on parle du Burkina Faso. Peut-être un peu moins le Burkina, le Mali et le Niger en ce moment, qui sont dans leur phase révolutionnaire et qui ont créé l'AES et qui se retrouvent entre eux. Pour la première fois, des pays africains se retrouvent entre eux sans la présence d'un seul blanc, c'est-à-dire d'un seul Français. De l'autre côté, nous avons la CEDEAO qui fait une réunion où tous les présidents africains sont invités et on assiste à la présence d'une centaine de Français, de Blancs, qui sont à la réunion des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est-à-dire les États africains du côté ouest du continent africain. Ils font une réunion et dans leur réunion, sur 127 personnes présentes, on a une centaine de Blancs, de Français qui prennent note et qui certainement décident. Quand on fait la réunion de l'UEMOA,
qui est aussi une entité supposée être africaine, on a encore des Blancs qui sont présents et c'est même parfois un Blanc qui tient le cahier de l'ordre du jour et qui explique aux Noirs ce dont ils doivent discuter. Donc, à ce niveau-là, nous félicitons l'AES qui a actuellement su se débarrasser de la France, qui est un grand fléau en Afrique de l'Ouest, qui est une gangrène. C'est vraiment comme la carie dentaire. Et la France, quand elle s'accroche à un pays, elle le ronge jusqu'aux os et ça ne la dérange pas. D'ailleurs, tout à l'heure, l'élément que Jacques jouait, vous avez entendu le Français qui parlait de l'Afrique, mais qui parlait surtout de leur stratégie. Quand, par exemple, on donne l'impression aux Africains qu'il y a des terroristes, et pourtant ils sont du côté des terroristes parce que ça leur permet de voler les minerais comme l'uranium. Quand il nous dit, par exemple, que l'économie de la France est dépendante de l'Afrique et donc ils ne peuvent pas quitter l'Afrique, ils ne peuvent pas lâcher l'Afrique. Alors, quand vous avez affaire à des individus pareils, vous devez comprendre qu'ils ne pourront jamais quitter l'Afrique par des pourparlers. On ne pourra jamais se séparer des Français par la douceur. Il faut le faire par la violence. Exactement comme a fait le président Ibé du Burkina Faso, qui leur a dit de quitter son territoire, comme l'a fait le Niger et le Mali. Et aujourd'hui, ils peuvent décider pour eux-mêmes. Beaucoup sont un peu pessimistes parce qu'ils ont encore la mentalité du colon qui a toujours fait croire aux Africains que nous ne pouvons pas réussir sans le blanc, qui a toujours donné l'impression à celui dont on dit qu'il est indépendant, qu'il ne peut pas réussir sans les conseillers français. Il ne peut pas réussir sans les ingénieurs français, sans les stratèges. Alors même quand ils sont allés à l'UNSTP et qu'ils sont sortis de grands ingénieurs, le français nous répète que oui, c'est vrai, nous reconnaissons que vous êtes intelligent, mais sachez que sans nous, votre intelligence ne peut pas bien fonctionner parce que nous avons l'intelligence supérieure, parce que nous sommes blancs. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Pourquoi l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier est-elle sous-développée? Alors vous savez que quand on parle des pays sous-développés, ce sont des pays qui sont en bas du développement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas développés. Comparés aux pays développés comme l'Europe, avec la France dedans, comme les États-Unis d'Amérique, ce sont des pays développés où la modernité, l'industrialisation, le système de vie est complètement développé, permet aux populations d'avoir une vie décente. Pendant que quand on regarde de l'autre côté de la Terre, donc du côté du continent des Noirs, on voit la misère, on voit le sous-développement, on voit la pauvreté dans sa cruauté, dans sa crudité. C'est-à-dire que quand vous regardez en Afrique, si vous ne savez pas c'est quoi la pauvreté, eh bien vous la verrez assise en personne devant vous. Voilà. Alors que tous les hommes sont égaux, nous tous on a ça dans nos constitutions, tous les hommes naissent égaux devant Dieu, devant la loi, tous les hommes naissent égaux. Ce qui veut dire que quand un Français pense qu'il est intelligent, le noir est aussi intelligent et parfois même plus intelligent que certains Français. N'oubliez pas, quand on nous ramenait tous ces petits vagabonds de France pour venir être des professeurs de mathématiques et des professeurs de physique et chimie, qui ne faisaient que lire les livres et venir expliquer aux élèves, pendant que parfois dans une classe, on pouvait trouver un jeune élève érudit qui détectait les fautes commises par le professeur français et ça nous amusait bien parce qu'on savait que celui-là, c'était soit un mécanicien ou bien un petit vagabond à qui on a dit de venir faire son service militaire en Côte d'Ivoire. Et évidemment, quand ils arrivent là-bas, ils sont des boss, ils ont de gros salaires, de belles maisons. Et puis en plus, ils se tapent toutes les belles Ivoiriennes. C'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi l'Afrique est-elle sous-développée? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Nous allons en parler ce soir, mais nous voulons rétrécir notre vision à la Côte d'Ivoire. Parce que contrairement à ce que vous entendez, contrairement à ce qu'on vous dit, ne vous laissez pas distraire, la Côte d'Ivoire est un pays sous-développé. Il est même sous-développé. C'est-à-dire que je ne dirais pas plus sous-développé, mais je dirais moins développé que certains pays qu'on a toujours pensé être les derniers et à qui la Côte d'Ivoire doit, comme le Burkina Faso.
un pays que les Ivoiriens ont toujours vu comme le dernier de tous les pays, parce qu'on a toujours pensé que parce que le Burkina est au désert et dans le Sahel, alors le Burkina est pauvre. On a toujours pensé que le Mali est très pauvre parce que ce sont des pays sahéliens. Mais aujourd'hui, les faits nous montrent que ce ne sont pas des pays pauvres. Ou du moins, ils ne sont pas plus pauvres que la Côte d'Ivoire, qui a aujourd'hui une dette extérieure de 33 000 milliards et qui n'ont servi à rien du tout, sinon qu'à gonfler l'estomac de ceux qui sont au pouvoir, et une dette intérieure aussi élevée parce que les opérateurs intérieurs dans le pays ne sont pas payés. On a vu l'exemple de la Coupe d'Afrique, on a eu la Coupe, on a distribué des milliards aux joueurs et à tout le monde, et à la fin de tout ça, ceux qui ont fait les constructions, ceux qui ont travaillé pour que la Coupe soit une réussite, le tournoi soit une réussite, se plaignent qu'ils n'ont pas été payés. Qui a pris l'argent? Ce n'est certainement pas le président Ouattara, mais qui ne dit rien consent, et c'est cette politique du président Ouattara, la politique du silence, la politique du fermer les yeux sur tous les déboires de ceux qui l'entourent, qui fait qu'on l'accuse directement parce qu'il est le premier responsable. Alors, quand l'argent disparaît dans le pays, les gens devraient pouvoir rendre compte. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas et c'est normal. Parce que quand on est dans un pays sous-développé, la mentalité est aussi sous-développée que le pays lui-même. Donc, ce n'est pas le fait qu'on nous appelle ministre qui veut dire qu'on est développé, mais c'est nos actions qui montrent si nous avons une mentalité développée. Alors, quelles sont les raisons du sous-développement de notre pays et de l'Afrique? C'est très simple. En Afrique, il n'y a pas de stabilité. Que ce soit sur le plan politique ou économique, il n'y a pas de stabilité. L'Afrique est toujours livrée à des coups d'État, à des crises internes, des guerres civiles, et tout ça parce que nous avons des leaders politiques qui sont des menteurs, qui sont des manipulateurs, qui sont des voleurs de conscience et qui prennent le pouvoir pour tromper le peuple, qui viennent avec des gros mensonges fabriqués dans les laboratoires démoniaques dans lesquels ils s'en vont faire leur rencontre de loge chaque fois et ils viennent manipuler le peuple avec. Et donc, économiquement parlant, le peuple ne peut pas être épanoui parce qu'il n'y a rien. Les pays sont toujours endettés parce qu'on prend des dettes qu'on ne paye pas. Et puis, quand on prend les dettes, on ne les utilise pas pour ce pourquoi on les a prises. On les prend pour nourrir nos enfants, pour remplir les estomacs de nos ministres, pour détourner tous les milliards. Et puis, on est à l'aise. On oublie qu'il y a un jugement dernier. Malheureusement pour nous, le jugement dernier, là, il est un peu loin parce que ces gens-là devaient tomber un matin et puis mourir. Excusez-moi ce soir, si vous pensez que je suis un peu trop dur. Mais quand quelqu'un est méchant jusque dans la moelle épinière, cette personne ne mérite plus d'être au milieu des humains parce que c'est une personne qui mérite de se retrouver avec son père le diable puisque ce sont des idées diaboliques que cette personne met en place. Alors, on est sous-développé. Pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise gouvernance. Oui, on a une très mauvaise gouvernance. Nous avons des dirigeants qui pensent qu'ils sont dans leur salon, donc ils peuvent demander à leurs serviteurs de prendre une bouteille de bière là-bas, de leur donner à boire sans payer, de prendre un plat de foutou sans payer, et puis ils sont à l'aise. C'est-à-dire quoi? Ils prennent l'argent du contribuable et puis ils en font leur bien privé. Ils voyagent, leurs femmes voyagent, tout le monde s'en va en Europe, ils ont des voyages pour les États-Unis, ils sont très fiers d'eux-mêmes, ils ont réussi. Pendant que le peuple a faim, pendant que le peuple meurt de faim, pendant que les prix montent sur le marché, pendant que les gens sont étouffés, étranglés par leur pauvreté, on paye les gens à 25 000 francs, 75 000 et 50 000, et même les 50 000, c'est difficile de leur donner cela. Et on dit qu'on est développé. Non, on est sous-développé. Nous sommes dans le fond du sous-développement, c'est-à-dire que le tunnel du sous-développement, la Côte d'Ivoire est au fond. Parce que, pourquoi? La mauvaise manipulation, les mauvaises mentalités. Il ne peut jamais y avoir de développement si la mentalité de l'Africain n'est pas affranchie du colonialisme. Nous n'avons pas été esclaves, croyez-moi, mais nous avons été colonisés et aussi bien l'esclavage que la colonisation ont eu le même système de fonctionnement. C'est-à-dire quoi? On dit aux nègres, 1, tu es inférieur à moi, 2, tu es très bête,
3, tu es très laid. 4, ta couleur de peau est mauvaise. 5, personne ne veut de toi sur la terre. Tu mérites de mourir et tu mérites de travailler pour moi. Et le noir a avalé cela et il y a 2 réactions. Soit c'est un noir qui coopère avec le blanc et puis il détruit ses frères, comme c'est le cas de ce que nous voyons en ce moment, ou alors c'est un noir qui est aigri et qui devient violent et c'est très facile de le descendre parce qu'on peut tout de suite trouver une occasion pour l'accuser et le mettre en tôle et terminer sa destinée. Alors, vous voyez que chez nous en Afrique, nous n'avons pas été esclaves, mais la colonisation n'a pas fait moins. Vous avez entendu ce blanc et le roi belge, vous l'avez entendu quand il a dit d'aller en Afrique et de traiter les Noirs qui sont pour lui des sauvages. Donc, c'est cette mentalité qu'on nous a donnée. Et quand un Noir est complexé, quand il arrive devant le blanc, il baisse la tête. Dieu merci pour Ibrahim Traoré, Dieu merci pour le général Tani et Dieu merci pour Assimi Goïta. Parce que voici 3 personnes qui ont refusé de fléchir l'échine devant le grand maître blanc, devant Macron, un jeune homme qui n'a même pas encore fini de nettoyer ses dessous, devant qui certains chefs d'État baissent la tête. Quelle honte pour l'Afrique! Quelle honte pour l'Afrique que nous avons! Quel mépris pour notre peuple, pour notre génération! Mais quel mépris même pour notre continent! Dieu nous a donné un continent béni et nous nous asseyons et nous signons des papiers parce que nous voulons le pouvoir. Nous demandons aux Blancs de venir nous aider à détruire nos frères parce que nous voulons le pouvoir et nous nous soumettons à des petits Blancs qui n'ont même pas encore fini de suer leur nez. Quelle honte pour l'Afrique! Donc voilà pourquoi on est sous-développé. La mauvaise gouvernance, les manipulations, la corruption, le népotisme, le favoritisme. Tu es l'ami de mon frère, tu es le cousin de ma maman, tu es le petit frère de la femme de mon cousin. Et on va de chaîne en chaîne et c'est seulement le siècle restant qui mange, comme on le voit en Côte d'Ivoire, mauvaise gouvernance, les gens mangent et puis il n'y a rien. Un ministre se lève, fait des déclarations fanfaronnes pour dire à tout le monde que « Oh, je vais donner 1 milliard chaque jour à un Ivoirien, jeune Ivoirien. » Au bout de l'année, ça fait 365 milliards et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun témoignage palpable pour nous dire que voici ce que nous avons fait, voici les jeunes que nous avons installés. Jusque-là, nous attendons et rien n'est fait. On ne lui demande pas de compte. Donc, ça veut dire quoi? Et chaque jour, comme on le sait en Afrique, il empoche 1 milliard lui-même. Donc, il fait semblant de donner le chèque à quelqu'un et puis il retourne le chèque dans son compte. On menace même des jeunes gens. Vous avez vu le petit qui avait le savon dans les oreilles, pourquoi j'oublie son nom, qui est devenu un phénomène sur les réseaux sociaux à cause du savon dans ses oreilles et qui s'est plaint que tout ce que le ministre Mamadou Touré a déclaré, il n'a jamais rien reçu à part son poulailler qu'on lui a donné, mais tous les dons en argent, ça a été juste du bogus. Ils ont parlé, les gens ont applaudi, et puis le petit est rentré à la maison les mains vides, et on le menace quand il s'est plaint. On est allé le trouver pour le menacer, pour lui dire que si tu ne la fermes pas, eh bien tu risques d'y passer. Alors le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Mauvaise gouvernance, méchanceté des plus cruelles, c'est-à-dire le vol en plein visage de tous les Ivoiriens, et on s'en fout de vous, on fait ce qu'on veut. C'est ça, la nouvelle démocratie. En Côte d'Ivoire et dans tous les pays africains, c'est la même chose. Détournement des fonds publics. Et puis, la Côte d'Ivoire qui est la palme d'or du tribalisme. Le tribalisme criard. Le tribalisme affreux de la Côte d'Ivoire. Oh, le directeur Mamadou, le sous-directeur Koné, le ministre Aboudraman, le médecin qui vient soigner je ne sais dans quoi, il doit s'appeler Koulibaly. Mais quel sous-développement! La Côte d'Ivoire est complètement sous-développée parce qu'un pays développé, c'est un pays qui accorde à tous les citoyens la même opportunité. On fait une demande d'offre d'emploi et chacun vient avec son résumé, avec son curriculum vitae, avec son programme d'action et on doit choisir celui qui est le plus méritant. Mais non, il n'y a jamais d'appel d'offres. On fait les contrats de gré à gré. Je suis le frère de temps, donne-moi. Je suis le petit frère de temps, donne ça à ma soeur.
on va soi-même, on crée une compagnie, on met le nom de notre petit frère, et puis mon ami qui est ministre donne ça à mon petit frère, l'argent tourne entre nous. Mais quelle horreur! Quelle horreur! Alors on vient nous dire que nous, notre IDH, nous sommes soit, je ne sais pas moi, 80, je ne sais plus quoi, quel chiffre. Il y a 30 personnes derrière nous. Sur 80, combien de pays? Nous sommes pratiquement vers la fin, là-bas, la queue leu. On est fiers d'en parler. Et on nous dit qu'un élève qui avant n'avait pas une bonne moyenne et qui réussit à maintenant avoir plus de 10 de moyenne, mais ses camarades de classe aussi ont travaillé dur et puis ils ont eu plus de plus grandes moyennes, ils sont à 13, donc ce jeune homme-là, on trouve qu'il n'a pas bien travaillé. Mais quelle honte! Mais tout ça, c'est le sous-développement, parce que les gens ne sont même pas des intellectuels. Cette comparaison, c'est une comparaison des plus moches. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que c'est normal d'échouer. C'est normal. Mais si les autres ont eu 14, mais pourquoi je ne peux pas passer de 9 à 14? Si mon camarade de classe a pu avoir 13, mais pourquoi je ne peux pas passer moi de 11 à 13 et qu'on vienne me dire non, tu es passé de 9 à 10, tu as bien travaillé. Mais non, je n'ai pas bien travaillé. Mais non, je n'ai rien foutu. Je devrais aller plus loin que ça parce que tous les hommes sont égaux. Nous avons tous la même intelligence. Je devrais pouvoir être au milieu des meilleurs. C'est ce que mon père disait toujours. Vous êtes assis sur le même banc, vous portez le même uniforme, vous avez les mêmes livres et ton voisin est premier et toi tu es dernier. Comment tu vois ça? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce soir, je voudrais prendre mon temps pour parler du sous-développement et peut-être vers la fin, je laisserai mes panélistes dire quelque chose avant de finir. Le sous-développement, c'est un déséquilibre entre la croissance démographique et la croissance économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup de naissances. Alors, pendant que le nombre des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards dans le pays augmente, économiquement, les gens sont pauvres. C'est-à-dire que les salaires n'avancent pas avec les besoins du peuple, les salaires ne varient pas selon les besoins du peuple, les salaires sont statiques, mais les prix des denrées montent, les prix de l'électricité montent, le prix des transports monte, mais le salaire ne bouge pas. Alors, un monsieur qui pouvait nourrir ses enfants, il avait 3, cette année, il en a 5, il ne peut plus les nourrir parce que son salaire qui nourrissait 2 personnes est toujours le même quand il a 5 personnes. Or, de 2 personnes, 2 enfants à 5 enfants, certainement qu'ils se sont écoulés 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Ça veut donc dire que ce monsieur, pendant 5 années qu'il a travaillé, n'a jamais eu d'augmentation de salaire dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur va se débattre comme un beau diable pour nourrir sa petite famille de 5 personnes. Oui, seulement 5 enfants. Et il a des problèmes pour les nourrir. Pourquoi? Parce que le déséquilibre est criard. Pendant que le premier ministre de la Côte d'Ivoire est payé à des millions, le jeune planton qui va au plateau tous les matins, qui fait la plus grande partie du travail, lui n'a rien. Le premier ministre qui vient s'asseoir pour écouter ses collègues ministres lui raconter ce qu'ils disent qu'ils ont fait, et puis après, ici, les décrets, il s'en va à la maison, il va en voiture climatisée, il mange un bon repas bien chaud, mais pendant que lui, il a tous ses privilèges, le monsieur qui est planteur au village, qui fait que lui, le ministre, le premier ministre, il est bien payé comme ça, qui vend son cacao et son café pour que la Côte d'Ivoire fasse entrer de l'argent, le planteur, lui, n'a rien. Et les gens trouvent ça normal. C'est seulement avec une mentalité de sous-développé qu'on peut vivre et qu'on peut dormir en paix dans un pays comme la Côte d'Ivoire avec des populations qui souffrent. Les gens souffrent à côté de nous et les gens ferment leur cœur. Ils ne veulent pas aider. L'extrême pauvreté, le chômage, les jeunes sont formés. D'abord, les frais scolaires sont élevés. Ceux qui ont lutté, qui ont eu leur diplôme, ils sont assis à la maison. Ils ne peuvent pas travailler. Ils n'ont rien. Les parents n'ont rien. À 30 ans, il dort encore dans le salon de son père. À 40 ans,
sa maman est obligée de vendre des galettes. Alors, imaginez quelqu'un qui a 40 ans, sa mère doit avoir au moins 60 ans. Voilà, au moins, dans la vie normale, si elle n'a pas été précoce. Alors, si la maman a déjà 60 ans, c'est elle encore qui va aller vendre de la loco pour que son fils de 40 ans puisse avoir le transport pour aller chercher du travail au plateau. On nous dit que notre IDH est très beau, notre IDH est parfait, notre IDH, seuls les gens sous-développés, mais les gens sont sous-développés, mais ils ont une mentalité bloquée dans le sous-développement au point qu'ils sont fiers de leur, comment on dit ça en français, sans toutefois être vulgaire et insulter quelqu'un, mais ils sont fiers de leur retard. C'est-à-dire, voici des gens qui sont derniers et qui sont fiers d'être derniers. On n'a jamais vu ça. Normalement, des gens normaux doivent avoir honte d'avoir été derniers et lutter pour sortir de là. Mais non, on dit au peuple, non, souffrez. C'est quand vous souffrez que vous avez la joie. Vous n'êtes pas dernier, vous n'êtes pas pauvre, ça va aller, continuez à souffrir, parce que quand vous allez entrer au royaume des cieux, vous aurez la paix du cœur et vous serez dans la joie. Un taux très bas de l'éducation, en Afrique, mais aussi en Côte d'Ivoire, très très bas. En Afrique, plus de 140 millions de jeunes gens sont illettrés. Alors, si vous avez un continent où 140 millions de personnes sont illettrés, donc qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? À l'heure où même un pays comme les États-Unis qui est développé, l'école est gratuite de la maternelle jusqu'à la fin jusqu'au bac. Aux États-Unis, ils ont l'argent. Ils sont capitalistes. Mais l'école est gratuite de la maternelle jusqu'en terminale. Et on ne permet pas aux enfants de redoubler. Quand un enfant n'a pas la moyenne, on fait tout pour qu'il prenne des cours avant le temps de la cérémonie de graduation, pour qu'il soit parmi ses enfants, pour qu'il ne soit pas ses amis, pardon, pour qu'il ne soit pas frustré. Mais en Côte d'Ivoire, on s'en fout. Pourquoi? Parce que les enfants des autres, là, des ministres, là, sont à l'extérieur. Les enfants sont en France. Ils sont aux États-Unis. Et même quand ils ne valent rien, ils achètent les diplômes pour eux. Pour qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire encore pour commander ceux qui sont intelligents, mais qui n'ont pas eu d'opportunité. Ceux qui ont eu des bourses, mais dont on a pris les bourses pour les donner aux enfants des ministres. Mais ça fait pitié. Et on nous dit que la Côte d'Ivoire est bien partie. Nous avons beaucoup de ponts, nous avons de grands stades qui sont vides, qu'on ne mange pas. Les stades, ce n'est pas des gâteaux. Ce ne sont pas des gâteaux que le peuple va manger pour se réjouir. Ils sont assis là, ils sont vides, les stades. Et voilà, on est là, les gens ont faim. Et puis, on se vante de ponts, de chaussées, de stades. Vous ne voyez pas que Dieu est mécontent de vous, tellement mécontent qu'il envoie la pluie pour détruire vos saletés que vous faites là, que vous appelez développement. Mais si on est mort, on roule sur les routes comment? Si quelqu'un est mort parce qu'il allait à l'hôpital et on lui donne une ordonnance calamiteuse pour dire un pauvre monsieur, vous-même quand vous le voyez là, il est pauvre déjà même, et vous lui donnez une ordonnance de 300 000, il va enlever ça où? Quand on lui dit de venir payer des frais de consultation, il va prendre ça où? Et on dit que la Côte d'Ivoire est un pays développé. Un pays développé. Mais quelle pitié, mes chers amis. Ça fait pitié quand on est sous-développé dans la tête. Parce que quand on est sous-développé, on est comme les gens qui sont dans la caverne de Platon. On ne voit que la petite lumière qui traverse la caverne. Donc, on ne sait pas que hors de la caverne, là, il y a une autre vie. On est en Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas qu'aux États-Unis, il y a de meilleures opportunités et on peut aussi les donner à notre population. On peut être méchant comme ça et se faire appeler dirigeant. Un dirigeant, normalement, c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour son peuple. C'est ça le dirigeant. Un leader, ce n'est pas celui qui s'accapare des biens, mais c'est celui plutôt qui distribue les biens pour que ceux qui l'entourent, ceux qui font de lui le leader, soient à l'aise. Et malheureusement, le sous-développement empêche cela. Voilà. Alors, je me rappelle qu'en Côte d'Ivoire, au temps de Houphouët-Boigny, au temps du président Bédié aussi, au temps du président Gbagbo, il y avait les programmes d'alphabétisation
il y avait les programmes de l'UNESCO. C'est vrai que l'UNESCO n'est peut-être pas partie, mais aujourd'hui, ce sont des programmes qui sont sous silence. S'ils existent, en tout cas, on n'en entend plus parler. Mais on est là comme ça. Alors que c'est un programme pour aider le peuple. Écoutez, comment est-ce qu'on peut faire passer des lois? Comment est-ce qu'on peut expliquer à un peuple des lois alors que le peuple ne sait même pas lire? Même si quelqu'un n'est pas devenu directeur, donnons l'opportunité à chaque Ivoirien de pouvoir lire et écrire, au moins. Comme ça, quand il écoute le président ou bien quand il écoute quelqu'un parler, il sait ce que la personne dit, il peut comprendre cette nouvelle loi que le président Ouattara a reçue dans son rêve, en révélation, pour dire que si on supporte quelqu'un qui est condamné, on s'en va en prison. Comme ça, le monsieur peut comprendre, l'homme, le commun des mortels peut comprendre de quoi on parle. Il saura que, en fait, voilà ce qu'on veut dire. Je vais faire attention. Mais si on passe une telle loi sans éducation, sans sensibilisation, j'ai parlé, un point, je suis le suzerain, je suis l'empereur, je parle et puis un point, un trait. Mais le pauvre malheureux qui ne comprend pas, on va même l'arrêter, il ne sait même pas pourquoi on l'a arrêté, parce qu'il ne comprend pas. Il ne peut pas lire, il ne peut pas écrire. On ne donne pas la chance aux Ivoiriens de s'éduquer. Pourquoi? Parce qu'on rend la vie dure aux parents, on fait les prix des livres chers, tout est cher dans le pays, personne ne s'en sort et chaque année, on change les éditions de livres de sorte que ce que nous, on faisait à l'époque, on ne peut plus le faire. Moi, je me rappelle que mon livre de 6e, de 5e et de 4e, je les ai cédés à ma jeune sœur qui était juste derrière moi. 2 ans de différence, donc on n'était pas loin. Quand je finis une année, elle prend mes livres. Mon père n'avait pas besoin de se casser la tête pour les livres. Au moins, il pouvait acheter les cahiers. Et encore, à l'école, on nous donnait les cahiers et les crayons et les bics. Mais on ne fait plus tout ça. Non seulement vous ne faites pas ça, mais vous changez les livres chaque année parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a une maîtresse qui gère une maison d'édition. Alors, il faut que celle-là mange. Donc, on fait en sorte que le peuple soit affamé. Et qu'est-ce qu'on fait? On décide de changer les livres chaque année. On réédite les livres. Et donc, les étudiants sont obligés d'acheter de nouveaux livres. Et les parents d'élèves se saignent chaque année pour acheter de nouveaux livres. Le sous-développement, ce sont des comportements de sous-développement. On a même l'impression que ces gens n'ont jamais vécu dans un pays occidental. On a l'impression qu'ils ne sont jamais sortis de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas comprendre tous les espoirs qui avaient été placés en eux. On ne peut pas comprendre qu'on assiste à ce panorama triste, mais malheureusement triste pour le peuple ivoirien et pour l'Afrique. D'ailleurs, c'est la même chose. Mais je me concentre sur mon pays parce que c'est là-bas que mes frères souffrent le plus. C'est triste. Et on se convainc de mensonges, ce genre de mensonges où on dit on est bien développé, on a fait des progrès, notre IDH est bon, nous avançons, hein, ne pleurez pas, la Côte d'Ivoire va bien, le courant va bien, oh, la cherté de la vie, je vais m'en occuper. Depuis le 18 juin, nous sommes aujourd'hui en juillet. Il n'y a rien rien n'a été fait. On n'a pas encore entendu dire que l'électricité a baissé. Depuis le 18 juin, le président est en train de réfléchir pour voir comment il va aider les Ivoiriens à pouvoir payer leur électricité. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore entendu le chef de l'État. Il n'a encore rien dit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça, c'est le développement? On n'aide pas le pays à être développé et c'est dommage. C'est dommage, mes frères. C'est dommage. Les gens meurent avant leur temps parce que la santé, tout est cher. Les gens meurent avant leur temps parce que la nourriture est très chère. Les gens sont malnutris, ils mangent mal, ils dorment mal, ils sont dans les milieux des microbes. Quand je parle de microbes, je parle des parasites qui affectent le corps. Quelqu'un se lève un matin, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a un problème de rein, alors que ce n'est même pas un soulard, ce n'est pas un fumeur, il a un problème de poumon. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la poussière, il vit dans des lieux très sales. Et à la fin, les poumons sont affectés. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Mourir, on s'en fout. Mourir, on a le pouvoir. Nous, on règne. Si vous voulez mourir, mourir, ça nous arrange. Oui, ça ne gêne pas si un Ivoirien meurt. Ça ne gêne personne.
Mourez de toutes les façons. Nous allons tous mourir. Le premier ministre Beugre Mambé, avec ses cheveux blancs de sagesse, est venu nous exposer sa sagesse. Oui, plus vous souffrirez, plus vous connaîtrez la joie. C'est tout. Continuez. Continuez à souffrir. Si vous voulez être joyeux comme nous, hein, continuez à souffrir. C'est dommage. Le coût de la communication. Un pays qui dit qu'il est développé, les gens ne peuvent pas communiquer. Le téléphone coûte cher, l'Internet coûte cher, le peuple n'a pas accès au monde parce qu'on a donné ça à des Français qui utilisent ça pour paumer tous les Africains et tous les Ivoiriens. Les gens n'ont pas d'Internet. Oui, ça arrange le gouvernement. Parce que pourquoi est-ce qu'ils vont voir tous les activistes qui parlent, qui dénoncent? Pourquoi est-ce qu'ils doivent regarder tous ceux-là qui viennent parler du café, du cacao? Ils vont faire des révoltes. Donc, c'est bien quand le peuple n'a pas accès, justement, à ces choses. Parce que ça permet au gouvernement de régner en paix. Voilà. Le peuple ne va pas se lever. Quand ils n'ont pas vu la marche au Burkina, comment est-ce que ça va leur donner des idées? Donc, ça arrange le pouvoir. Donc, on s'en fout. On laisse faire. Le peuple ne peut pas communiquer. Parfois, on appelle le pays et quand on dit « Ah, vous avez entendu le discours de M. Soro-Guillaume? Ah, Soro-Guillaume a parlé, mais il ne nous a pas montré ça à la télé. Mais on ne peut pas vous montrer à la télé puisqu'il est banni. On ne peut pas vous le montrer à la télé puisqu'il est indésirable en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Oui, je disais, Ouattara est en train de réfléchir pour aider les Ivoiriens dans le coût cher de la vie. C'est ça. Il dit que la vie est chère, donc il est en train de réfléchir comment il va faire parce que depuis le 18 juin, il n'a pas encore trouvé la solution pour aider le peuple. Hein. Voilà. Donc c'est ça, c'est là où nous sommes. On attend que le président finisse de réfléchir et qu'il vienne nous donner des solutions qu'on n'a pas encore vues. Voilà. Donc, vous voyez, mes amis, la pauvreté, elle est liée au sous-développement. Et le sous-développement, il commence par quoi? Mais il commence par les mentalités grégaires, il commence par les mentalités archaïques, les mentalités égoïstes d'ailleurs, égocentriques, où on ne pense pas au bien du peuple. Je ne comprends pas pourquoi, en Afrique, on dit aux gens qu'on prend le pouvoir pour eux, et quand on arrive au pouvoir, on s'en fout d'eux. Les maires vont faire des campagnes pour dire au peuple, si vous me votez, je vais arranger nos routes. Si vous me votez, je vais construire des dispensaires dans vos localités respectives. Si vous me votez, mais je vais faire venir des décortiqueuses dans vos villages pour que les femmes ne soient plus obligées, et patati et patata. Et quand ils sont élus, qu'est-ce qu'ils font? Ils habitent tous à Angré. Ils habitent à Cocody et à la Riviera. Et pour voir le maire, il faut attendre devant la porte. Et le gardien vous dit, patron n'est pas là. Et vous êtes désespérés. Et quand ils viennent dans leur localité, ils passent là juste pour quelques minutes. Un maire n'habite pas sa localité. Il ne doit pas être maire. Et ça doit changer en Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui sont candidats, il faut que le député habite sa région. Il faut que le maire habite là où il a été élu pour connaître les problèmes des populations. On ne peut pas aller se faire voter, venir encaisser l'argent chaque mois et puis fuir la population. Non. Ça, ce n'est pas être un leader, c'est être un lâche et un menteur en plus. Parce que quand on fait ça, ça veut dire que tout ce qu'on avait dit au peuple, on a joué au grand filou, on les a trompés, ils nous ont élus et on a fui. Ils nous ont mis au pouvoir et on a fui. Le sous-développement, c'est la confiscation des libertés individuelles. Le sous-développement, c'est les persécutions des citoyens parce qu'on a peur d'un coup d'État, parce qu'on a peur d'être renversé. Le sous-développement, c'est la même mise sur le processus et l'appareil électoraux dans notre pays. Le sous-développement, ce sont les faux complots fabriqués par l'État contre l'État pour arrêter les opposants, pour les mettre en prison. C'est de créer des dossiers judiciaires sur tous les opposants
pour les empêcher d'être candidats. C'est ça le sous-développement. Les arrestations arbitraires. Oui, c'est ça le sous-développement. Un taux de mortalité très élevé, etc., etc. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Analyse politique avec Sister Sarah. Et je voudrais permettre à mes panélistes de chaque semaine, de tous les jours, de nous donner leur point de vue. Voilà, avant que nous puissions nous séparer ce soir. Bonsoir, M. Adjei.